Et bien entendu, lundi 22 novembre, vous êtes dans le ZCL News. Cette journée va démarrer sur les chapeaux de roue. Donc, on vous remercie d'être, bien entendu, devant vos écrans. Effectivement, ça a changé. Ce n'est pas l'Alexandronis que vous avez aujourd'hui. C'est Naïla Daubin qui va vous présenter le journal de 12h30 à 14h. Et bien entendu, avec nos invités. Donc, les invités qu'on aura ce lundi, bien entendu, sera Georges Hermin, conseiller communautaire de la ville de Morne-à-l'Eau. Nous aurons aussi M. François Pelculier, qui est adjoint au maire de Pointe-à-Pitre et président de l'association des commerçants de la ville de Pointe-à-Pitre. Vous aurez au téléphone M. Michel Gédéon, qui est président de la FAPEG, et suivi comme chaque lundi de chroniqueurs. Donc vous aurez Naomi Mille, étudiante en médecine qui est chroniqueuse, et Kenny Chamougon, chronique hashtag Digital 4 for Progress, qui va bien entendu avec ses invités nous proposer une alternative. Donc l'actualité de ce genre, donc sur l'actualité on restera bien entendu sur les barrages. Donc nous aurons le commerçant de Pointe-à-Pitre qui ont été dévalisés, désespérés. On entendra le témoignage d'un de ces commerçants sur la ville de Basse-Terre. Nous irons aussi sur les ronds-points. Il faut savoir que les blocages sont toujours de mise. Au rond-point de Montebello, toujours bloqué ce matin. Le blocage à Rivière-des-Pères aussi. Nous irons vers l'interview de la CGTG, justement, qui soutient les jeunes qui sont en comparution immédiate. Et nous aurons le témoignage de M. Moïsa, qui, bien entendu, a subi aussi quelques déboires vis-à-vis de ces pillages dans sa galerie à Montplaisir. Retour sur le plateau, on a nos invités déjà installés. Nous allons saluer, bien entendu, M. François Pelculier, qui est sur ma gauche. Bonsoir. Bonjour. Ça va? Très bien. Après ces nuits agitées, Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles ont été très agitées, elles ont été surtout très stressantes pour la sécurité de tout le centre-ville, même de la ville entière de Pointe-à-Pitre. C'est vrai qu'on se demandait quand est-ce que ça allait finir, comment ça allait se finir. Oui, ça a été stressant et, ma foi, souhaitons que ça s'arrête rapidement. On se tourne vers M. Georges Hermin. Bonsoir, M. Georges Hermin. Bonsoir à vous. Pareil, la ville de Morne-à-l'Eau. Je pense que toutes les villes, toutes les communes de la Guadeloupe ont connu les mêmes événements et nous savons pourquoi. Nous allons y arriver tout à l'heure. Alors, avant d'interviewer ces deux personnes qui sont sur le plateau, ces deux élus de la Guadeloupe, nous allons justement à l'actualité écouter le témoignage de ce chef d'entreprise qui a subi ces exactions dans la nuit du vendredi et le pillage de son magasin. Dans la nuit, bon, nous habitons juste au-dessus, ma compagne et moi, et dans la nuit, on a entendu du bruit et j'ai regardé, je leur ai dit, c'est mon magasin. Ils étaient déjà rentrés, ils avaient déjà tout cassé. Le temps de descendre, ils ont vu venir les flics, ils sont partis. Mais après, ils revenaient à la charge. J'ai dû bloquer le rideau pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Et puis voilà, mais c'est très dur à vivre, hein. C'est traumatisant à la limite. Il y avait une vitrine bien faite avec plein d'articles, ils ont tout cassé, ils ont tout, même dans la rue après, dans la nuit il y avait des articles, on peut faire le tour, tout était renversé, c'était un vrai chantier, c'était un vrai bordel, ils ont pris des joggings, tout ce qui est Nike, tout ce qui leur plaît, quoi. Il y a déjà la pandémie qui nous a mis vraiment à genoux, donc on n'avait pas besoin de cette violence de surcroît pour vraiment nous mettre KO. Mais on essaie de se relever. Et moi j'y crois, j'ai investi encore au bas du bourg, à quelques mètres, dans un bâtiment, et je vais investir plus de 300 000 €. Donc ça prouve que j'ai la foi et j'y crois. Et aider les jeunes, parce que là je vais avoir au moins un effectif de 10 employés à ma charge. Donc j'y crois et je veux bien que la Guadeloupe se relève. C'est une situation qui est très compliquée. Donc au-delà de la colère, hein, parce que je ne suis pas content, hein, mais je voudrais encore appeler au calme et expliquer qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Monsieur Guy Georges qui a été vandalisé, ça a été l'un de mes tuteurs qui m'a donné l'exemple pour pouvoir monter des entreprises. Aujourd'hui, je monte des entreprises et j'essaie de créer de l'emploi pour les jeunes. Donc je veux simplement dire aux jeunes ils mènent un combat, qu'il soit juste ou pas juste, mais de ne pas quand même vandaliser les commerçants. Alors oui, j'ai eu peur. Alors, de mon côté, même s'ils avaient ouvert à nouveau, ils n'auraient rien trouvé, hein, parce que j'ai été complètement pillé.
J'ai d'autres commerces, effectivement, j'avais peur pour moi et pour mes collègues. Donc c'est pas une vie pour des gens qui se réveillent tous les matins pour essayer justement de gagner leur pain, d'aider d'autres personnes, d'autres foyers à gagner aussi leur pain. Donc j'appelle vraiment, mais vraiment au calme, d'accord, et sachez vers quel combat que vous allez, quoi. Là, je t'avoue que là, on est vraiment à plat. Après 2 ans de Covid, on essaye de se relever à chaque fois. Là, après ce qui vient de nous arriver là, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, on a tout perdu là. Une bonne partie a été dévalisée. Mon patron est descendu vers 9h, vers minuit. L'alarme se déclenchait, il a été signalé au commissariat, mais vers 1h, il est rentré chez lui et c'est vers 1h apparemment que ça s'est fait. Apparemment, une trentaine de personnes qui sont rentrées, armées, puisqu'on a des impacts de balles sur le magasin. Donc c'est ce qui était très, très dangereux, quoi, voilà. 5 familles bastériennes, on se retrouve sans rien, au chômage, voilà, au chômage technique à cause de ces événements. C'est vrai, on comprend que certaines personnes sont pas pour le pass sanitaire et tout, mais comme on dit, on se retrouve des dommages, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout détruire? Parce que là, est-ce qu'on pourra remonter la Guadeloupe, quoi? Voilà, c'est ça le problème. Alors, comme vous avez pu le constater, messieurs, sur le plateau, la ville de Basse-Terre, comme on vous dit, monsieur Hermin, aucune ville de la Guadeloupe n'a été épargnée. Mais concernant les commerçants, il faut le rappeler, on rappelle la fonction de monsieur Pelculier. Vous n'êtes pas seulement adjoint au maire de la ville de Pointe-à-Pitre, mais vous êtes aussi président de la Fédération des commerces de cette ville. On a souvent entendu parler de vous, de votre association, de ce que vous mettez en œuvre pour que la ville de Pointe-à-Pitre puisse reprendre de l'élan, prendre toute sa flambeur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Pointe-à-Pitre? Je crois que les différents intervenants ont bien résumé. En fait, toutes ces villes qui ont été saccagées ressentent la même chose. C'est comme si le chef d'entreprise, mais aussi le Pointois en lui-même, ou le Bastérien, ou toutes ces villes qui ont été, ou tous ces lieux qui ont été saccagés, ressentent un profond sentiment d'injustice, un profond sentiment d'insécurité, et aussi le stress que ça génère. Maintenant, juste parler de la pathologie que ça peut entraîner, c'est pas grand-chose. Regardez aujourd'hui, tous ces gens qui sont aujourd'hui privés de leur emploi, ils n'ont rien demandé à personne, ceux-là. Ils peuvent être d'accord avec le mouvement, mais aujourd'hui, regardez les conséquences. Est-ce qu'un chef d'entreprise qui gère son entreprise depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, se retrouve aujourd'hui sur la paille? Qu'est-ce que lui a à voir avec ça? Est-ce que ces gestes-là, ces actes-là sont en corrélation avec le mouvement qui est mené, anti-pax, anti-vax? Il y a quand même une distanciation, une discordance de moyens qui est entrepris. Visiblement, il y en a qui sont relativement téléguidés pour faire ce genre de choses, parce qu'on ne va pas botter de la tête que sur la question du vaccin ou du pass sanitaire, dévaliser une bijouterie, un magasin de téléphonie ou dévaliser un supermarché uniquement sur les rayons d'alcool, on peut toujours se poser la question sur les motivations qui sont entraînées. Bon, c'est une catastrophe pour la Guadeloupe, ça a été bien résumé. Pas loin de 2 ans de pandémie, pas loin de 2 ans de ne pas savoir comment réouvrir, comment relancer son activité. Et aujourd'hui, tomber là-dedans à une semaine du mois de décembre, qui est certainement pour tous les commerces, toute l'activité guadeloupéenne, une période phare du moment. Donc, avoir subi août-septembre en confinement, retrouver une situation aujourd'hui à l'approche du mois de décembre, honnêtement, ça va être problématique. Ça va être problématique parce qu'on démotive tout le monde. Tout le monde a peur. Pourquoi les gens du métier médicaux sont vaccinés à plus de 80%. Les gens de la fonction du SDIS sont vaccinés à plus de 50%. Qu'est-ce que l'entreprise guadeloupéenne, dans son état général, a à subir ça? Quelle est la corrélation qu'on peut faire? Quelle est l'explication qu'on peut faire entre les barrages, ceux qui dévalisent, et la conséquence de tout ça? Honnêtement, je me pose de graves questions. Simplement, je fais un constat. La Guadeloupe, tous les 10-12 ans, reconnaît exactement les mêmes séquences, par les mêmes personnes, diligentées par les mêmes personnes, dont les conséquences sont toujours les mêmes. Au bout d'un moment, il faut
Il faut tirer une conclusion de ça. Mais justement, M. Pelpuy, ce n'est pas d'aujourd'hui, on se rappelle, si on fait une chronologie, depuis depuis le mois de juillet, des syndicats se sont rassemblés pour pouvoir alerter. Il est vrai que on n'a pas beaucoup entendu les élus sur ce sujet. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui ont pris d'assaut les rues. Mais c'est des jeunes qui, justement, demandent à être écoutés. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes, à ces jeunes? C'est vrai qu'on a perdu, il y a eu des exactions, il y a eu des impacts sur les chefs d'entreprise, ça on l'entend très bien. Mais quand on regarde ces jeunes, quand on les interroge, la problématique ne tourne pas seulement autour du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, ils le disent très bien, ça va bien au-delà. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes aujourd'hui qui font ça? On parle de quels jeunes, là? Mais les jeunes qui sont... ces jeunes, ceux qui saccagent? Ah oui, ceux qui sont dans la rue. Parce que, de toute façon, oui, parce qu'il y a des moyens de réponse. C'est vrai que c'est désolant de voir qu'ils saccagent, ils brûlent. On ne dit pas que c'est une bonne chose, loin de là. C'est pas ça qu'on dit. Les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, disent que c'est une réponse. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire à ces jeunes-là, aujourd'hui, qui ont été laissés pour compte? Mais voyons, pourquoi faites-vous cet amalgame entre le jeune qui n'a rien fait et ce jeune, aujourd'hui, qui provoque tout ça? Je crois qu'il y a une différenciation à faire. Je suis désolé, hein. Ceux qui font ça aujourd'hui n'ont rien à voir avec tous ces jeunes Guadeloupéens qui sont peut-être pour le départ du mouvement, mais non pas pour ses conséquences. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Quoi répondre à ceux qui saccagent? Je suis désolé, il n'y a rien à répondre à ça, voyons. Ouais. Tu saccages, tu n'as rien à répondre à ça. On a des instances suffisamment positionnés en Guadeloupe pour aujourd'hui dédouaner l'entreprise guadeloupéenne de ces saccages-là. Ouais. Ce n'est pas au chef d'entreprise, à l'entreprise guadeloupéenne dans sa globalité, à répondre à un problème sociétal d'une petite minorité. Il faut bien faire la part des choses. Il ne faut pas faire un amalgame comme si tous les jeunes de Guadeloupe étaient des délinquants. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit que tous les jeunes. On sait qu'il y a un taux de chômage assez important en Guadeloupe, ça on le sait. On sait que 41% des jeunes nous sont vraiment dans l'inactivité. Aujourd'hui, c'est vrai que cette crise, on l'entend bien, cette crise, elle arrive. On sait très bien qu'il va y avoir des personnes qui vont profiter de cette crise pour faire part de leurs revendications. Ils le font peut-être d'une manière qu'on ne comprend pas, une manière qui est désolante, une manière qui est catastrophique, mais on ne pourra pas tous les mettre en prison parce que quand on entend il y aura des répressions, mais tous ces jeunes qui sont dans la rue, ils ne sont pas 1, 2, 3, ils sont bien plus que ça. Aujourd'hui, il faut leur parler. Qu'est-ce qu'on doit leur dire pour qu'on arrête ce genre de situation? Alors, vous posez la question aux chefs d'entreprise? Oui. Vous croyez que c'est aux chefs d'entreprise? Chef d'entreprise est élu, vous avez les deux casquettes. Alors, je suis malheureusement ou heureusement élu de la ville de Pointe-à-Pitre. Et honnêtement, en ce qui concerne la ville de Pointe-à-Pitre, on n'a pas trop à répondre à ça. Quels sont les arguments? Vous connaissez bien l'état de la ville de Pointe-à-Pitre. Et donc, on n'a pas beaucoup d'arguments. Mais dans la globalité, qui est responsable du développement économique de la Guadeloupe? Ce n'est pas une mairie. C'est pas l'entreprise. Nous, on acte ce qu'on nous donne à faire. Donc, on fait au mieux qu'il est possible de faire, mais en amont, les questions doivent être posées en amont. Aujourd'hui, on s'attaque à ceux qui sont victimes de ces exactions. Et là, je trouve qu'il y a quand même une discordance dans le raisonnement qui est un peu gênant à expliquer. On peut trouver des explications pour le désarroi de la jeunesse guadeloupéenne, mais je répète encore une fois, ceux comme les images qui sont à votre écran en ce moment, c'est inexcusable. On ne peut pas discuter avec ça. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, il y a une part de choses à faire, oui, il y a une discussion à avoir, mais cette discussion-là, elle n'aurait pas dû avoir maintenant. Ça fait 20 ans que ça dure. Et donc, à partir du moment, c'est encore quoi? C'est la société civile qui est responsable de cette dégradation? Pas du tout. Elle subit, elle aussi, les conséquences. Et beaucoup plus, parce que je tiens à remarquer que rien qu'à la ville de Pointe-à-Pitre, il y a au moins 20 personnes qui sont aujourd'hui sous le carreau. Des salariés. On va leur expliquer quoi, cela? Qu'il faut trouver une explication aux jeunes qui ont saccagé. C'est un peu compliqué. Voilà. Le curseur il est difficile à mettre en place. Alors justement, on a entendu effectivement il n'y a pas longtemps les commerçants. Il y a une visite de la préfecture dans la ville où vous avez accompagné pour pouvoir voir les dégâts, faire un accompagnement. Les lieux de crise va être mis en place très bientôt. Est-ce que vous ne craignez pas que s'il n'y a pas une sortie, s'il n'y a pas une explication, s'il n'y a pas une sécurité dans la ville de Pointe-à-Pitre, que justement ces riverains ou commerçants fassent justice eux-mêmes?
Écoutez, c'est le risque. Nous faisons passer le mot aussi souvent qu'il est possible de faire. On a des réunions avec la préfecture. On essaye d'apaiser tout le monde, de sécuriser tout le monde. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai difficile parce que quand vous avez 300-400 personnes qui envahissent un petit centre-ville comme Pointe-à-Pitre, c'est toujours très difficile à canaliser tout ça. C'est vrai qu'il ne serait pas souhaitable d'avoir des débordements. C'est vrai qu'il serait souhaitable qu'il y ait un apaisement général parce qu'en réalité, c'est la Guadeloupe qui perd de toutes ces exactions parce qu'il n'y a pas que Pointe-à-Pitre, hein, Sainte-Rose, Lamentin, Basse-Terre, enfin... On est touché vraiment dans le système économique de la Guadeloupe. Et quand on touche à ce système-là, c'est-à-dire qu'après quasiment 20 mois de pandémie, c'est ajouter une problématique à une autre problématique. Et donc, ce qui me fait peur, moi, c'est qu'aujourd'hui, qui serait capable d'emmener autant de solutions en étant aussi bas ? Alors, juste pour conclure avec vous, M. Pelculier, c'est vrai que là, on arrive, vous parler de solutions, c'est une très bonne transition. Quelle sera la solution pour la ville, pour Pointe-à-Pitre, vous les élus, parce qu'effectivement, il n'y a pas très longtemps que vous êtes au pouvoir, vous avez un nouveau maire, M. Arretti-Rumel, des programmes ont été proposés. Pour ces jeunes, je ne parle pas seulement des jeunes qui sont dans la rue en train de casser, mais pour la jeunesse pointoise, en gros, est-ce qu'il y a un programme défini pour justement leur dire que vous ne les avez pas oubliés et que dans le schéma qui est en train de se faire, qu'il y aura une discussion avec eux pour vraiment sortir de cette crise? Alors, la nouvelle mandature, effectivement, a mis en place quasiment un programme à tous les niveaux et qui rejoint exactement l'économie en elle-même. Alors, il faut bien comprendre que la ville de Pointe-à-Pitre, elle a une problématique d'entreprise. Cette problématique d'entreprise, elle est sur la base de ses dépenses, de ses charges et de ses recettes. Donc, quand on veut bien faire abstraction de tout ça, il en ressort un seul plan. La seule façon que la ville de Pointe-à-Pitre puisse demain et rembourser sa dette et remettre toute sa structure en marche, c'est qu'elle crée plus de valeur ajoutée. Et pour créer plus de valeur ajoutée, il faut malheureusement, en l'instant, que l'État nous aide à un plan Marshall. Sinon, avec 80 millions d'euros de dette, je ne vois pas très bien, avec, une espèce d'amnésie de tous nos services, de toutes nos capacités, comment on pourra relever ce challenge-là. Alors évidemment, Pointe-à-Pitre a des atouts, 14 km de littoral, un projet d'un port, une université, un pôle juridique, et Pointe-à-Pitre a beaucoup d'atouts. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce que je crois moi, c'est redonner confiance aux investisseurs. Et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux ce plan Marshall, dont moi, je suis président de la commission économique, dont M. Durimel a bien voulu me donner cette délégation-là. Évidemment, plus je réfléchis à ça et plus je vois les conditions dans lesquelles nous sommes, plus je trouve que le challenge est exaltant, mais ô combien compliqué. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut mais affirmer la position de la municipalité de Pointe-à-Pitre, qui est aujourd'hui pour un redémarrage de sa partie économique. Vous avez des points qu'il faut absolument régler. La sécurité, il faut la régler. Le stationnement, il faut la régler. Le problème de l'insalubrité, il faut le régler. Une fois que vous aurez répondu à ça, il faut trouver les voies et moyens d'avoir une exonération de l'investissement aux investisseurs qui voudront bien investir dans d'autres villes. Et là, il faut créer le terrain propice à attirer plus d'enseignes, plus d'investisseurs. Et donc, il faut déjà travailler le terrain, proposer, emmener, discuter et planifier quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour être honnête avec vous, aujourd'hui, depuis 4, 5, 6 jours, nous avons rendu cette tâche à la municipalité de Pointe-à-Pitre excessivement compliquée. Donc là, quand on entend ce que vous venez de dire, M. Pelculier, on parle à long terme. Mais nous, ce qu'on voulait savoir, c'est à court terme. Là, maintenant, il y a une urgence. Et là, on est en train de dire qu'on est en guerre. La Guadeloupe est sous le feu. Qu'est-ce qu'on répond aujourd'hui à ces gens? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'on peut programmer, on peut avoir des désirs, on peut dire qu'on a envie de ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on répond à ces personnes qui sont dans la souffrance? Que ce soit les commerçants qui sont en train de perdre leur magasin, que ce soit des gens qui perdent leur emploi, pas seulement parce qu'il y a eu des exactions dans la ville. On sait aussi qu'il y a beaucoup de personnes, de soignants qui sont aussi pointois, qui ont été mis à pied parce qu'ils ont refusé la vaccination. C'est encore de la précarité qui est en train de se créer. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui à ces personnes?
Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il faut trouver une solution. Oui, mais c'est laquelle? Je vous pose la question. C'est quoi la solution? Tout annuler? Tout dire, voilà. Tout ce qui ont créé des exactions, on les fait sortir. Toute la problématique économique, on va la régler. Non, ça ne se fait pas comme ça. Est-ce qu'avec les syndicats, il y a eu une façon... Est-ce qu'il y a eu possibilité de parler? Est-ce que tout le monde s'est mis autour d'une table? Parce que moi, c'est des questions que posent les internautes. Est-ce que vous avez pu vous rassembler depuis que le 17 juillet où les syndicats sont en train de manifester, font des meetings? Est-ce qu'il y a eu un dialogue avec eux pour savoir comment faire pour arriver à une solution probable? Alors ça, il faudrait poser la question dans sa globalité, pas au deuxième adjoint de la mairie de Pointe-à-Pitre. Voilà, les petits moyens que j'ai aujourd'hui, oui. Enfin, nous, on a eu ce problème-là au centre-ville de Pointe-à-Pitre. On a négocié avec pas mal de tous les syndicats présents à la ville de Pointe-à-Pitre. Et on a bien vu comment ça s'est terminé. Donc, c'est pas une chose aussi facile. D'accord ? C'est pas un truc qui serait du coup de baguette magique, c'est quasiment impossible, surtout que, il me semble que ce n'est pas l'objectif de ce type de syndicat. Voilà, on n'est pas sur l'objectif de trouver des résolutions immédiates, non. J'ai plutôt l'impression, au regard de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il faut amplifier la problématique. Et on le voit là. Et donc, me poser cette question, c'est poser la chronologie sociétale de Guadeloupe depuis son origine. Et je ne peux pas, moi, tout seul, répondre à ça. Voilà. Et donc, c'est une bonne question. Malheureusement, je n'ai pas la baguette magique. Mais voilà, c'est peut-être induire celui qui nous écoute dans l'erreur à croire que le politique ou la société civile aura, d'un claquement de doigts, la possibilité de régler un problème qui dure depuis l'origine de la Guadeloupe. Alors, un dernier mot avant de prendre la pause publicitaire. Qu'est-ce que vous aurez justement avant de sortir d'ici? On sait, on va encore revenir. La ville de Pointe-à-Pitre est mise à mal, la ville de Pointe-à-Pitre est mise à genoux. Pensez que la solution, c'est la répression? Il faut de la répression. On ne peut pas laisser ça se faire. Regardez aujourd'hui le stress qu'ont subi ce centre-ville, toute la ville de Pointe-à-Pitre. Je suis désolé, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va rayer d'une coup de magalèche, parce que ça, c'est laisser la porte ouverte à toute exaction supplémentaire. Donc, il doit y avoir de l'autorité, il doit y avoir aussi de l'explication, il doit y avoir aussi un partage des responsabilités, mais vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que ça doit rester en l'état. Cet immeuble qui brûle là, il a fallu avoir des victimes là. Oui, tout à fait. Donc, on peut pas laisser passer ça. Il y a eu des coups de fusil sur ces 2 nuits de saccage. On ne peut pas non plus laisser passer ça. Alors, on va donner aujourd'hui raison à ceux qui commettent toutes ces exactions? Non. Il faut de l'autorité, mais il faut aussi discuter. Mais il ne faut pas non plus qu'on discute sans autorité et sans calme. Ça ne peut pas se faire autrement. Les choses marchent de pair. Enfin, l'éducation d'un enfant, ça se passe comme ça. La morale, l'explication, la sanction. Donc, c'est-à-dire que là, vous direz au-devant de ces personnes, là, je vois qu'il y a des communiqués, le maire vous demande un appel au calme, mais il faut aussi du dialogue. Vous irez justement au-devant de ces personnes pour mais pouvoir absolument, dialoguer. Nous sommes bien obligés quand même. Absolument. On ne doit aujourd'hui fermer aucune porte, mais simplement, il ne faut pas absoudre comme si de rien ne s'était passé. Je vous remercie, M. Perculier. Il est 13h30. Nous allons prendre la première pause publicitaire et on retrouvera M. Georges Germain pour la suite de cette interview sur ce qui se passe sur le pays Guadeloupe. Il est 13h13, plus exactement, et puis on va continuer l'interview avec le deuxième invité qui était sur le plateau, qui est M. Hermin, qui est conseiller communautaire. Et bien entendu, nous allons parler de ce qui se passe en Guadeloupe. Et M. Hermin, justement, votre avis, vous avez vu les images, vous avez écouté les reportages des commerçants autour de la Guadeloupe. Comment ça se passe? On va d'abord parler de la ville de Morne-à-l'Eau, parce qu'on sait très bien que les barrages à Morne-à-l'Eau ont été très, très difficiles, très compliqués. Comment on peut interpréter ce qui se passe avec les jeunes de Morne-à-l'Eau? Je dis à Morne-à-l'Eau comme ailleurs. Les jeunes aujourd'hui sont venus, je dirais, renforcer le mouvement. Et je crois que même les syndicalistes ont été dépassés par l'activité, par l'action des jeunes sur le terrain. Je peux vous assurer de ça, puisque ça m'est arrivé d'aller sur le terrain, de les rencontrer même ce week-end. Et ce que disent les jeunes aujourd'hui, on ne nous prend pas en considération. Et je suis un élu, il me parle à moi. Et quand il me parle à moi, je me sens blessé et touché. Mais ce n'est pas pour autant que je n'entends pas cette vérité-là. Et cette vraie vérité, c'est quoi? Ça, à chaque fois, on vient faire de la moralité à notre jeunesse, même si tout un chacun, le commun de mortels,
n'aiment pas ce qui se passe en Guadeloupe, n'aiment pas ce qui se passe à voir des maisons brûlées. Mais à chaque fois, on vient traiter les conséquences, jamais la cause. Et aujourd'hui, moi, je suis venu devant ma population à dire que nous, les élus, nous devrions dire ceci. Et c'est cette phrase qu'on devrait dire « Je vous ai entendu, je vous ai compris ». Et nous devons encore travailler mieux pour vous et surtout vous accompagner. Je suis, moi, personnellement, j'ai été président de la mission locale Guadeloupe. La mission locale s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans. C'est plus de 17 000 jeunes Guadeloupéens qui sont inscrits à la mission locale. Au mieux que nous pouvons, c'est-à-dire les salariés, le conseil d'administration de la mission locale, nous essayons de faire que les jeunes puissent s'émanciper et puissent s'insérer. Mais pour autant, on n'y arrive pas. Je dis même pas à 30%, on y arrive énormément, même plus que les autres entités, mais pas suffisamment pour que nous puissions sortir ces jeunes de cette précarité, de cette misère-là. Je suis venu ici, quand il s'agissait de parler des socialistes, pour dire une chose au travers de mes phrases, c'est-à-dire que nous avons trop de chômeurs en Guadeloupe. Comment pouvons-nous admettre que quand il y a, je l'ai dit ça, et ceux qui ont une bonne mémoire se souviennent, puisqu'il n'y a pas un mois, je l'ai dit, quand nous avons 8% de chômeurs en France, on dit que le taux est trop élevé. Le président de la République se bat pour faire en sorte que ce taux-là puisse baisser encore, et il l'a promis. Et que nous, quand nous avons 17% de notre population active, soit 50% de nos jeunes, soit 60 000 chômeurs en ce qui concerne nos jeunes, eh bien, tout le monde trouve que c'est un peu normal. Et quand cette jeunesse se met à dire non, ce n'est pas normal. Et je vous dis pourquoi ce n'est pas normal. Quand vous trouvez une formation pour un jeune qui se trouve dans une famille nécessiteuse, la maman ou le papa de ce jeune ne peut pas lui donner 10 € pour prendre le transport. Très souvent, ils ont des difficultés par rapport au petit déjeuner, mais nous connaissons la famille antillaise. Ils arrivent à donner un petit déjeuner et un déjeuner à leur enfant. Mais il faut traverser les routes pour aller à cette formation-là. Ah ben des fois, ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils n'ont pas ce 10 €. Ou des fois, ils y vont en stop. Mais ce n'est pas grave, on a l'habitude de se battre. Mais ce qui est le plus grave, c'est que ce jeune-là qui doit recevoir 400 ou 500 € pour la formation par mois, ah ben des fois, il reste 6 mois, 5 mois sans rien recevoir. Et il n'y a personne pour crier sur ça. Je suis un élu. Eh bien, je suis un élu qui crie sur cela parce que je dis que ce n'est pas normal. Et je demande aujourd'hui à ce que les élus puissent prendre conscience de cela. Et c'est pour ça que je dis à ceux qui travaillent dans les collectivités, vous ne traitez pas de dossiers. Vous traitez de personnes. Quand vous voyez sous votre bureau des piles s'entasser, eh bien c'est la misère qui s'entasse. Eh bien c'est cette explosion que nous voyons, ces flammes, ces feux, ces roues et ces voitures que nous voyons sur les bureaux et qu'on ne négocie pas, qu'on n'arrive pas à faire très rapidement. Et quand je vois, et je le dis aujourd'hui, dans des administrations, des hommes et des femmes qui parlent entre les bureaux, pendant que les dossiers sont sur leur bureau et qui ne traitent pas de ces dossiers-là, mais on est en train de faire que notre jeunesse puisse avoir du désespoir. L'élu que je suis, aujourd'hui, doit prendre toutes ses responsabilités. Je n'envoie pas la pierre aux autres pour dire c'est les autres. Je fais partie des élus. Et je suis conscient qu'aujourd'hui, si ça arrive, eh bien que nous en sommes responsables en partie et que nous devons prendre nos responsabilités. Oui, l'État a sa part de responsabilité. Monsieur Macron est venu ici il y a à peine 5 ans, danser pour la Noël parce qu'il était candidat aux élections. Et aujourd'hui, il nous envoie ses forces contre nos enfants pour faire en sorte qu'on puisse danser sur leur foi avec des fusils. Et c'est ça la seule réponse. Parce que nous avons entendu, malgré qu'ils vont les recevoir cet après-midi et qu'ils sont en train de les recevoir, mais nous avons déjà entendu leurs paroles, que nous n'allons pas revenir dessus. Ça, c'est pas, je ne pense pas que c'est bon pour une négociation quand on commence comme cela. Mais ce qu'on voulait dire, justement, on sait, comme je l'ai dit à votre prédécesseur, depuis le mois de juillet, des syndicats, des associations discutent, sillonnent les communes pour expliquer la problématique. Comment on peut expliquer ce mutisme, justement, de la part des élus ? Ce n'est pas explicable, madame. Il ne faut pas chercher à l'expliquer. Ce n'est pas explicable. Cela ne devait pas se faire. Nous sommes des Guadeloupéens. Nous ne devons pas nous diviser. Il y en a qui aiment les syndicats, il y en a qui ne les aiment pas. Ça, c'est leur problème. Mais un syndicat est mieux placé que quiconque auprès du personnel pour voir les difficultés, pour en parler. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais on a l'obligation de se mettre à table pour parler et discuter. Car nous sommes des élus du peuple. Et dans le peuple, il y a des syndicalistes qui votent pour nous. Donc, ce n'est pas qu'une fois qu'on est élu qu'on doit dire « laisse
syndicalistes et les fustiger. Et je crois aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les élus que nous sommes, nous devons prendre nos responsabilités au travers de ces difficultés-là et dire que nous devons faire mieux. C'est pas que nous ne faisons rien. Je ne laisserai pas dire cela. Il y a des élus qui font leur boulot, qui font leur travail, qui aiment ce qu'ils font et qui, je dirais, s'investissent dans leur travail. Et j'ai été de ceux-là et je suis de ceux-là. Je fais mon boulot, mais pour autant, je n'envoie pas la pierre aux autres. Je dis qu'aujourd'hui, nous devons être unis pour travailler pour nos jeunes, pour faire que nous puissions laisser une Guadeloupe prospère. Les jeunes ne veulent pas être comme hier et ne veulent pas que demain soit comme aujourd'hui. Il faut qu'on le comprenne cela. Eh bien, pour autant, nous avons des jeunes qui ont de l'ambition. Nous avons des jeunes qui ont des bagages. Nous avons des jeunes qui font notre fierté. On ne parle jamais de ceux-là. Eh bien, ceux-là qui sont en Chine, ceux-là qui sont au Japon, ceux-là qui sont en Amérique, eh bien, ceux-là, eh bien, ils sont en train de faire briller la Guadeloupe parce qu'ils sont partis, parce qu'ils n'ont pas trouvé de quoi chez eux. Il y en a qui reviennent avec leur diplôme, mais qui reviennent avec leur projet en main et ficelés, qui ne demandent rien à personne. Simplement, ils vont dans une banque et ils ont en retour un nom. Et ils voient que leur dossier après apparaissent avec une réalisation et avec un financement par ces mêmes à qui ils ont été demandés. Comme on ne voulait pas qu'ils puissent se révolter. Je ne suis pas en train de dire que je donne raison au débordement. Je suis en train de dire que nous, les politiques, nous devons aller au fond des choses. Nous devons aimer notre peuple. Aimer son peuple, c'est être à côté de son peuple quand il souffre. J'entends des gens changer, mais je dis bien changer les pourcentages. En disant, oui, il y a 95% ou 80% des soignants qui sont vaccinés. On sait très bien que ce n'est pas ce taux-là, qu'on essaie de nous donner un taux. Mais je ne suis pas médecin. Je ne veux pas parler de ce genre de choses. Je laisse ça pour les médecins. La seule chose que je dis, quand il y a un doute, on a le droit de s'opposer. Et le doute est posé en ce qui concerne ce qu'on appelle ce vaccin, qui n'en est pas un, car il n'est pas arrivé à son 4e stade. Le Guadeloupéen a le droit, s'il en a envie, de dire non. Et je l'accompagne, moi, personnellement, en tant que politique, s'il a envie de dire non. Et ceux qui ont envie de dire oui et de le prendre, je les accompagne aussi. Je leur dis c'est leur devoir de le faire, s'ils en ont envie. Mais je n'ai pas le droit de dire, parce que la loi a dit, il faut le faire. Parce que la loi a dit qu'en ce qui concerne les logements sociaux, 20% devraient être au niveau des communes. Personne ne respecte ça. Et personne n'oblige à personne de le faire. La loi dit aussi, en ce qui concerne les entreprises, que 6% dans toutes les entreprises des personnes handicapées devraient intégrer une entreprise. C'est une loi. Personne ne le fait. Et personne ne se plie à ça. Et personne n'est sanctionné. Mais on veut sanctionner des personnes qui travaillent à l'hôpital, qui sont pompiers, et en leur faisant perdre leur salaire, ne pouvant pas s'inscrire au chômage, ne pouvant pas bénéficier du RMI. Et on dit, il y a des hommes et des femmes qui perdent leur travail. Je ne veux pas que ces hommes et ces femmes perdent leur travail. J'ai entendu ce monsieur de Basse-Terre, cet entrepreneur de Basse-Terre, je dis chapeau à cet homme. Malgré les difficultés, il est resté digne. Malgré qu'on ait volé chez lui, il n'a pas demandé à ce qu'on puisse tuer sa jeunesse. Au contraire, il a dit, j'investirai encore. Je leur demande simplement de comprendre qui c'est qui investit pour eux. Et ça, je demanderai ça à ma jeunesse. Mais c'est pour autant, je dis, il faut absolument qu'on puisse prendre en compte notre jeunesse, notre population et cette souffrance qu'elle a. Parce que cette souffrance, c'est depuis des années. Je dis bien, c'est depuis des années que notre jeunesse aspire à ce que les politiques puissent les porter. Ils ne nous demandent pas tout, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas tout. Ils savent que nous sommes en République. Ils savent que nous sommes dans la nation française. Ils savent que l'État a des responsabilités. Il ne faut pas prendre nos jeunes pour des ignares en pensant qu'ils ne le savent pas. Ils connaissent nos responsabilités. Mais pour autant, on devrait les respecter. Et je demande à ce qu'on respecte notre population et qu'on arrête de se grandir. Oui, nous les politiques, de se grandir en voulant à chaque fois parler de moralité, alors que la vraie moralité, c'est notre devoir à travailler pour notre population. On vous entend. Alors, on va couper juste un moment. On va revenir vers monsieur Hermin parce qu'on a justement une demande. Non? Pas encore? C'est bon? Tout à l'heure, on aura un direct avec Paris ou Maurice Cessé et à Matignon. Et en attendant, monsieur Hermin, par rapport à ce que vous venez de dire, où tout le monde, effectivement, vous applaudit en disant que vous parlez vrai, que dites-vous? Quelle est la solution aujourd'hui, vous en tant qu'élu?
quelle solution qu'on peut apporter à ce problème? Parce que M. Kakuya a dit qu'il n'y avait pas de solution. Mais moi, je vous repose quelle est la solution? Ce qu'il faut dire à notre jeunesse, c'est que nous allons tout faire avec l'État et demander à l'État, puisque nos élus sont là aujourd'hui, nos députés et nos sénateurs sont là. Ils ne devraient pas aller pour entendre l'État. Ils devraient aller pour exiger certaines choses de l'État par rapport à notre population. Exiger de faire en sorte que le taux du chômage puisse baisser en Guadeloupe. Aider les entreprises en baissant les charges pour que les entreprises puissent embaucher beaucoup plus de Guadeloupéens et de jeunes Guadeloupéens et de diplômés et de non-diplômés Guadeloupéens qui ont besoin d'exister, d'avoir une famille, de fonder leur foyer. Parce qu'on ne peut pas dire que cette jeunesse-là est loisive alors que nous n'avons pas suffisamment à leur proposer. Moi, j'ai été conseiller général. J'ai vu tant de jeunes, parce que depuis que j'ai été élu en 2004 jusqu'au fait que j'ai quitté que j'ai perdu mon poste en 2015, eh bien, j'ai toujours reçu ma population. Et j'ai entendu des jeunes venir vers moi. Il y en a à qui j'ai pu répondre, mais il y en a à qui je n'ai pas pu porter la réponse. Et j'étais malheureux de voir ça. Et quand j'entends qu'on dise que ce sont les jeunes qui ne veulent pas travailler, je dis non, on ne peut pas répondre à l'aspiration de notre jeunesse parce que nous n'avons pas tous les outils pour le faire. Quand on dit domicilier, je dirais, le pouvoir dans notre département, on ne parle pas d'indépendance. Ceux qui parlent de ça ne parlent pas d'indépendance. Je suis un socialiste. Je dis aujourd'hui, il faut absolument qu'on y arrive. Il y a des décisions qui doivent être prises ici. Parce que disent nos jeunes? Ils voient trop souvent à la télé des faciès qui ne leur ressemblent pas et qui gouvernent et qui gèrent et qui prennent toutes les décisions. N'ont-ils pas le droit de le dire? Et nous, politiques, nous n'avons pas le droit de voir que c'est vrai ce qu'ils disent? Et quand ils arrivent, ils ne peuvent pas être chefs dans les entreprises en Guadeloupe. Ils ne peuvent pas l'être. Chaque fois qu'ils poussent, chaque fois qu'ils ont les diplômes, eh bien, ils sont des sous-fifs ou ils sont payés au SMIC, ou le SMIC à peu près avec 200 ou 300 euros de plus. Nous avons vu encore qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. En responsabilité à la CCI, nous avons vu une équipe, la même équipe gagner comme on gagne en Afrique, sans un poste pour l'opposition. Vous croyez que notre jeunesse peut l'accepter, cela? Oui. On ne peut pas accepter cela. Alors les solutions, c'est quoi? C'est de dire aujourd'hui, de manière formelle, et de travailler pour cela, que dans 3, 4, 5 ans, que le taux de chômage en Guadeloupe doit baisser sous les 2 chiffres. Car tant que ce sera sous les 2 chiffres, ce sera 10, 11, 12, 15, 17%, nous aurons cette crise-là. C'est de dire aux Guadeloupéens, nous vous respectons. Les lois européennes obligent, je dis bien obligent, que tous les Français sur leur territoire et tous les Européens puissent avoir de l'eau en quantité, en qualité et de manière continue dans leur robinet. Et à prix, je dis bien, à prix régulier et prix normal. Eh bien, ce n'est pas le cas. On trouve tous les moyens. On trouve 12 milliards à mettre pour le vaccin, 12 milliards à mettre pour tout ça, et on ne trouve pas 600 millions d'euros pour faire en sorte que nous puissions rétablir le problème de l'eau en Guadeloupe. Eh bien, les Guadeloupéens ne peuvent plus l'accepter. Il faut que nous, élus, que nous puissions porter ce cri en même temps que le peuple. Si tout seul, on n'y arrive pas, puisqu'on voit qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'on parle des Antilles, chaque fois qu'on parle du budget des territoires et d'outre-mer, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas 20 personnes à l'Assemblée. Nous ne sommes pas reconnus. Donc, il faut dire que nous devons compter dans cette nation française. C'est pas, on ne demande pas, les Guadeloupéens ne demandent pas l'indépendance. Il y a certains qui veulent faire croire si les syndicats font, si les syndicats ne font pas. Il faut arrêter cette ambiguïté-là. Les syndicats, et d'ailleurs, même s'ils le voulaient, on est obligé de passer par un vote. Et c'est la démocratie. Donc personne ne prendra l'indépendance en Guadeloupe. Personne ne fera ça contre son peuple. C'est le peuple qui décidera. Aujourd'hui, plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de travail pour les Guadeloupéens, plus de respect pour les Guadeloupéens. J'ai vu, pendant ce week-end, des métropolitains qui avaient loupé leur avion et qui m'ont dit, monsieur, je comprends. J'ai été étonné, madame, des métropolitains sous le gosier qui ont loupé leur avion et qui comprennent la manifestation et qui disent, c'est pas grave, on prendra le prochain. Et j'entends des Guadeloupéens fustiger le fait que nous puissions parler de Guadeloupéens. Si c'était la seule solution, vous-même, vous m'avez dit, depuis juillet, dans chaque commune, plus de 5 à 6 000 personnes se sont déplacées pour dire « Voyez notre problème, discutez avec nous ». Au lieu de ça, tout le monde est parti au Congrès des maires.
Et aujourd'hui, on voudrait fustiger notre jeunesse. Aujourd'hui, on voudrait dire qu'on voudrait les fusiller. Il faut absolument qu'on puisse les juger. Il faut absolument qu'on puisse les condamner, les mettre en prison. Ah mais moi, je me porte en faux contre ça. Je dis que ma jeunesse mérite mieux. Dernier mot avant de partir vers Paris où Moïse Cissé est à Matignon. Que dites-vous à ces jeunes sur les barrages? Parce qu'on les a entendus, ils donnent des ultimatums, ils veulent qu'on vienne leur parler. Ils veulent justement, ils ont englobé non seulement le pass et l'obligation, mais ils ont mis tous les problèmes que vous avez soulevés, chlordécone, manque d'eau. Ils ont tout mis sur la table ainsi que leur manque d'activité, le chômage qui est en Guadeloupe. Aujourd'hui, ceux qui vous regardent, il y a plein de jeunes qui vous regardent. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je leur dis ceci. Ils vont gagner. La Guadeloupe va gagner. Et le gouvernement ne nous gagnera pas. Et je leur dis que leur combat est juste. La seule chose que je leur dis, réfléchissez, et je sais qu'ils sont intelligents puisque j'ai discuté avec eux. Ils sont très intelligents, beaucoup plus intelligents qu'on ne puisse penser. Ils ne feront pas plus de bêtises que cela. Maintenant, ils savent qu'ils ont alerté et que tout le monde doit obéir. Pas obéir pour obéir, mais obéir à la vérité, obéir au respect, obéir à l'évolution du territoire. Et ça, je leur promets que cela se fera, le gouvernement cédera, car l'ensemble des élus viendront. Ils feront comme moi, car ils seront obligés de faire comme moi, parce que tout simplement, s'ils aiment leur pays, eh bien, ils oublieront justement de faire allégeance. Merci, Monsieur Georges-Germain, pour ces mots. On se dirige vers Paris, où Moïse Cissé se trouve à Matignon. Je pense que l'antenne. Moïse Cissé? Allô? Allô? J'entends pas. Moïse Cissé, vous êtes à l'antenne, on vous entend. Voilà, Eh bien, bonjour, je suis effectivement à l'hôtel Matignon où vient tout juste de débuter cette rencontre avec Jean Castex, mais une réunion particulière parce que juste en arrivant ici, nous avons appris que le Premier ministre était cas contact et ça va certainement se passer entre les élus, mais en visioconférence. En tout cas, nous avons vu arriver l'ensemble des parlementaires, Victor Lurel, les sénateurs, Madame Jasper, nous avons également vu Monsieur Mathiazin, Madame également la députée Justine Le Pénet, tous également, Jean-Philippe Coutron également qui est présent pour cette réunion ici. Et je dois vous dire que nous sommes ici, il fait très très froid, mais il y a énormément de journalistes dans la cour de l'hôtel Matignon ce soir et on attend évidemment une réponse aux revendications vraisemblablement de la part du Premier ministre avec tous ces élus. Mais il faut tout de même souligner cette déclaration d'Emmanuel Macron ce matin lors d'une visite à Amiens qui disait que sous l'opposition vaccinale, le président a appelé à ne rien céder aux mensonges et à la manipulation. Il assure aussi une adhésion constatée à la vaccination malgré l'opposition d'une toute petite minorité. Donc cette petite phrase, il va falloir la garder, bien l'analyser et savoir ce qui va en sortir de cette réunion avec l'ensemble des élus donc de la Guadeloupe. Je dois dire également qu'il ne devrait pas avoir de déclaration ni du Premier ministre ni d'Olivier Véran. Nous attendons évidemment la sortie ici de l'ensemble des élus et d'essayer de les interroger afin de savoir ce qu'il en est et ce qui sortira de cette réunion. Voilà ce que l'on peut dire ici à l'hôtel Matignon ce soir. La réunion a démarré il y a à peu près tout juste un quart d'heure ici à Paris. Merci Maurice Cissé pour ces quelques mots. On attend avec impatience justement le retour de cette réunion. Justement, Georges-Germain qui n'a pas quitté le plateau, que vous avez entendu ce que vient de dire Maurice Cissé, le Premier ministre et le Président de la République française a décidé de ne rien lâcher. Vous pensez que ça va arranger notre situation? La seule chose que je tiens à vous signaler, leur stratégie politique et présidentielle n'est pas la stratégie des Guadeloupéens. Ils s'en rendront compte le moment venu. Et ils auront tout intérêt. Et je demande au préfet, que je comprends puisque le préfet est là pour suivre les ordres, de s'entourer de Guadeloupéens qui connaissent le territoire pour leur indiquer qu'il ne faut surtout pas faire cette erreur-là. Parce qu'il y a plein de Français au niveau de la France qui sont là
qui ont été vaccinés de force, pratiquement, parce que nous savons très bien que la France n'est pas la Guadeloupe, quelque part, puisque nous vivons en extérieur. Mais en France, nous savons que ce sont des petites, je ne veux pas dire le mot exact, mais ce sont des petits compartiments. Et donc, tout le monde est obligé de sortir et d'aller dans le café, d'aller dans ceci. Et partout, il faut le pass. Donc, ils ont obligé, de manière induite plus ou moins, la population à se vacciner. Mais aujourd'hui, les Guadeloupéens ne veulent pas. Dans leur majorité, je dis bien, ne veulent pas. Et on ne pourra pas obliger les Guadeloupéens à se vacciner. On peut le Guadeloupéen sait très bien qu'il y a des médicaments. Si demain il tombe malade, il y a des médicaments. Le Guadeloupéen sait très bien aussi que même si on est vacciné, qu'on peut contracter la maladie et qu'on peut transmettre la maladie. Donc il sait très bien que la vaccination en lui-même n'est pas la résultante d'une guérison. Et d'ailleurs, on ne peut pas encore, comme je l'ai dit en préambule, parler de vaccination parce que ce n'est pas un vaccin. Voilà, c'est un ASM. Alors, la dernière petite question qui fâche, quand on parle chaque fois qu'on parle de la Guadeloupe, il parle toujours de minorité. Je tenais à vous signaler une chose, c'est que c'est aux élus de faire respecter notre territoire. C'est aux élus de faire comprendre notre dimension et notre grandeur. Les petits, partout dans le monde, ont su faire en sorte qu'on puisse voter des lois, changer des lois, qu'on puisse prendre en compte et en considération, je dis, des sociétés. Et ce sera le cas pour la Guadeloupe, accompagnée de la Martinique et de la Guyane. Ils ne pourront pas nous toucher cette fois-ci parce qu'ils ne peuvent pas nous aimer plus que nous-mêmes. Parce que quand on parle de santé, ils ont comme l'impression de vouloir nous aimer plus que nous-mêmes. Mais nous nous aimons. Ouais. Merci, M. Georges Hamel, sur ces derniers mots. Il est 13h36. On va prendre la deuxième pause publicitaire et on va se retrouver pour la suite du ZCL News. Pour ceux qui nous ont suivis, nous avons reçu en début François Pelculier, adjoint au maire de la ville de Pointe-à-Pitre, et M. Georges Hermin, qui est conseiller municipal et conseiller communautaire de la ville de Morne-à-l'Eau. Donc nous allons faire un retour à l'actualité. Nous restons bien entendu de ce qui se passe en Guadeloupe. Nous allons faire un retour sur les blocages, bien entendu sur les différents ronds-points, et notamment le rond-point de la ville de Petit-Beau, le rond-point de Métobello, qui ce matin était de nouveau bloqué. Bon, ben moi je suis Albert, je ne suis pas vacciné et je suis contre le pass sanitaire. Ok. Bon, ça fait plus de 4 mois qu'on est dans la rue et rien n'avance. Donc je trouve tout à fait normal que ça ait dégénéré. Et en plus que l'État met de l'huile sur le feu. C'est-à-dire de l'huile sur le feu? Bon, écoute, on nous envoie le GIGN, c'est pas la réponse. C'est pas une réponse. Donc ça va s'envenimer. Ouais, nous-mêmes, nous dit aussi bien, c'est tout le monde qui a ces barrages-là, c'est petit en nous, c'est enfants en nous, donc nous-mêmes les parents, les grands monde, c'est soutien nous qui soutient nous. Et nous-mêmes, ça nous a dit, c'est par rapport aux entreprises, par rapport au monde du travail, par rapport à les gens qui prennent bon fouet dans le travail à eux, ben, nous avons que ça nous a touché là, ben, il n'est pas encore suffisant. Bien, arrêter Montebello, c'est Montebello. Mais on savait toujours ni besoin passer garder qu'il y a fait, qu'il n'y a pas fait dans le pays là. Même si nous ne pouvons pas y travailler forcément. Pourquoi penser des mouvements là, ça justement? De toute façon, mouvement là, ni raison d'être rien, puisque ni la misère sociale, ni toute forme de misère, déjà proposez nous en l'habitant qui partait en sens en nous. Donc si nous pas révolter nous. Si nous pas manifester mécontentement nous, parce que j'attends nous, les élus j'ai essayé, les syndicats j'ai essayé, tout le monde j'ai essayé, rien pas qu'à passer. Si tout le monde est passer par malheureusement barrage pour faire nous tendre nous, au moins pour nous expliquer point de vue à nous et nous que vrai qui compromis nous peut trouver. Mais quelque part, ça n'est pas forcément évident qu'ils imposent nous les choses. Chaque monde doit être à nos pays de liberté, pouvoir choisir ça il veut faire ou ça il veut pas faire des vies et des quoi. Nous poursuivons, nous irons sur le blocage de Rivière des Pères où nous avons pu recueillir les témoignages de certains riverains. Pour nous,
Yo te de route aller piquer de grève avec nous. Yo pas te casser en clim, ka boire petit café à yo et puis un chocolat le matin, ka boire champagne en habitant et en France. Yo te lève nous, yo te pour le peuple. Là yo venu au départ, yo venu construire pour le peuple. Là on c'est poche à yo regarder. Arrêtez de pas poche parce que les autres aussi ont pris dans ça. Parce qu'on estime que les élus, au lieu de parler, on se fait vacciner nous, qu'on bête. Nous estimons nous en liberté, la France est en liberté. Il faut nous faire en sorte que c'est pour nous comprendre nous. Zafa fait comme si ça marque qu'on nous fait. Nous pas d'accord avec ça. Nous Simone, nous tante, nous mamie, nous des gens qui marrent dans la famille, nous fait ci, nous c'est là. Faut pas si messieurs comprendre dire que piquer famille nous comme ça. Nous piquer des morts de nous. Nous là nous kebe, nous piquer la guerre. Il peut vrai chaque fois que venu, chaque fois que débarrer, à chaque fois débarrer, nous ka virer barrer encore. Qui veut pas. Ensemble et ensemble nous nous ne pouvons pas demander rien même. On peut constater les points de blocage, on n'est pas sur le point de pouvoir être levé, mais nous allons quand même aller vers un autre invité prévu dans le détail de ce jour, M. Michel Gédéon, qui est le président de la FABEC, la Fédération des associations des parents d'élèves. Monsieur Gédéon, bonjour. Monsieur Gédéon? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être l'invité du ZTL News de ce lundi 22. La question qu'on pourrait vous poser, on a entendu que les écoles sont de nouveau fermées. La rectrice a fait un communiqué dans ce sens. Une fois de plus, un retour au distanciel. Étiez-vous préparé justement à cette situation? Oui, ce que nous disons, donc bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Ce que nous allons dire, c'est que concernant la fermeture des établissements scolaires ce matin, nous considérons qu'il s'agit d'une position de sagesse. Il fallait effectivement, pour éviter qu'il y ait des problèmes sur nos routes, que les parents d'élèves, les enfants puissent rester bloqués sur les routes, il fallait effectivement fermer les écoles ce matin. Nous le regrettons parce qu'au niveau de la FAPEC, en tout cas, nous militons pour que nos enfants puissent aller à l'école. Nous restons persuadés que l'école, c'est quand même un lieu, c'est l'ascenseur social. On peut, et nous le disons, nous répétons que cette école-là n'est pas parfaite, elle est loin d'être parfaite. Mais aujourd'hui, nous avons besoin justement que nos enfants retournent à l'école et nous faut combattre et faire en sorte de pouvoir améliorer cette école. Maintenant, concernant le distanciel, je pense, en tout cas, nous espérons que la situation redeviendra normale très rapidement pour permettre aux enfants de pouvoir retourner dans les établissements scolaires, pour permettre aux enseignants de pouvoir retrouver leurs élèves, parce que nous le savons, il n'y a pas la meilleure pédagogie, c'est quand même celle qui est dispensée en présentiel devant des enfants. Et notre souhait, c'est que la situation puisse redevenir normale. Alors, d'une manière générale, on sait que depuis quelques mois, les parents et les enfants rencontrent quelques difficultés. On sait qu'on parlait déjà du confinement, maintenant... C'est vrai que je vous entends très très loin là. Vous m'entendez loin? Je vous disais que, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents? Parce qu'on sait qu'on parle de distanciel, mais tous les parents ne disposent pas, justement, on le sait très bien, d'outils pour que leur enfant puisse suivre une scolarité normale. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place justement pour ces parents? Oui, mais ce que nous pouvons dire aux parents, c'est que nous espérons qu'il s'agit d'une situation provisoire. Maintenant, la situation en Guadeloupe, c'est une situation particulière. Aujourd'hui, c'est une situation explosive. D'accord? Donc, je crois que l'école, et nous ne cessons de le répéter, l'école ne vit pas en dehors de la société guadeloupéenne. Et c'est la preuve. Donc là, premièrement, au niveau de la FAPEC, nous allons nous déplorons tous les actes qui ont été commis, les actes commis d'ailleurs contre les établissements scolaires. Nous le déplorons parce que nous pensons qu'il faut faire attention, il ne faut surtout pas qu'on s'attaque à nos établissements, qu'on s'attaque au mobilier scolaire, etc., etc. Mais nous disons également que quand nous voyons ce qui se passe en Guadeloupe, c'est quand même, ça prouve qu'il y a une situation sociale difficile. Quand nous voyons le nombre d'enfants sur les barrages, et particulièrement de jeunes enfants qui auraient dû être, non pas sur des barrages, mais dans leur propre famille, on se pose des questions. On se dit, voilà, il y a une question de responsabilité de la famille. Nous appelons donc les familles guadeloupéennes à effectivement être responsables. Mais quand nous voyons également cette détresse de la jeunesse guadeloupéenne, nous disons à la FAPEC qu'il y a un échec du système éducatif en Guadeloupe. Et si ces jeunes-là sont là, c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas, c'est parce qu'ils manifestent une souffrance, ils manifestent un désespoir, c'est parce que le système éducatif a échoué. Des jeunes aujourd'hui à qui on ne peut rien offrir,
Quand on voit effectivement la filière professionnelle, là, pareil, on n'arrive pas à donner quelque chose aux jeunes. Il y a quelques années, à l'époque de l'AFPA, je me rappelle, il y a des jeunes qui partaient en formation, qui sortaient, qui étaient maçons, qui étaient pompiers, qui étaient, je ne sais pas, qui avaient une profession en main. Depuis quelques années, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc il faut, et après ce mouvement, j'espère qu'on va réunir tout le monde et que nous allons discuter sur la finalité de l'école en Guadeloupe. Quelle est la finalité de cette école? Cette école doit former quoi? Et qu'attend la société guadeloupéenne de cette école? Je crois que pendant des années, il y a une réflexion qui avait été menée d'ailleurs dans les organisations syndicales, et depuis, on ne parle plus, la réflexion s'est un peu arrêtée, mais je crois que nous devons tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont dans le monde de l'école, nous devons relancer cette réflexion et pousser ceux qui décident en Guadeloupe, les autorités politiques, le rectorat, pousser tous ces gens-là à s'asseoir autour d'une table. Parce que quand l'école d'une société est malade, quand on voit par exemple la petite enfance, il n'y a pas de crèche dans ce pays de Guadeloupe, quand tous ces secteurs sont malades, forcément la société guadeloupéenne est malade. Et quand moi je vois autant d'enfants par exemple sur des barrages, autant de jeunes sur des barrages en Guadeloupe, je ressens une grande souffrance. Je ressens une souffrance parce que je dis que cette société-là, elle a échoué. On ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de mots, on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire de constats. Je crois qu'il faut passer à l'acte. Il faut effectivement mettre en place des éléments pour permettre à notre jeunesse, à ceux qui vont à l'école, de pouvoir réussir. Je crois que là, il y a effectivement la faillite d'un système éducatif et il est temps qu'on puisse, en tout cas ceux qui ont le pouvoir, que ces gens-là puissent se ressaisir. Tout à fait, on vous entend bien, monsieur Gédéon. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ses parents? Parce qu'il y a aussi le désarroi. Les jeunes de moins de 15 ans retrouvés sur des barrages, c'est vrai, on devrait se poser la question, comment expliquer leur présence? Mais est-ce qu'au niveau des parents aussi, il n'y a pas ce découragement, il n'y a pas cet apport, ce soutien? Qu'est-ce que la FAPEC peut dire à ses parents? Donc, je répète ce que j'ai dit, la société l'école ne vit pas en dehors de la société. Aujourd'hui, on a des jeunes chez nous qui n'ont, c'est triste à dire, mais il faut le dire, je pense, qui n'ont jamais connu l'amour, qui n'ont jamais connu la tendresse, des jeunes qui sont là, qui sont en difficulté. Et logiquement, il y aurait dû avoir dans notre société des espaces pour essayer d'aider ces jeunes. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des associations qui essaient de faire des efforts, mais il faut qu'au niveau de la puissance publique, qu'on puisse mettre les moyens justement pour venir en aide à cette jeunesse. Quand je dis ça, je ne cherche pas à excuser une jeunesse qui est peut-être en difficulté, mais je dis simplement, dans cette société-là, on est en train de vivre quelque chose qui est difficile. Et c'est vrai, la question économique, elle est importante. Et je reste persuadé, quand des jeunes peuvent travailler, quand des jeunes, effectivement, peuvent accéder à l'école, peuvent accéder à une formation, ces jeunes-là ont un autre comportement. Je répète une fois encore, je ne suis pas en train de faire le procès de la jeunesse guadeloupéenne. Je dis simplement, faisons en sorte que notre jeunesse puisse réussir. Depuis des années, par exemple, au niveau de l'école, on est en train de nous dire, voilà, il y a un fort taux d'échec, et on connaît les chiffres. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui quittent le premier degré pour entrer en sixième, qui ne savent ni lire ni écrire. Que faisons-nous concrètement pour ces jeunes-là? On fait des constats, on dit, voilà, ce sont des chiffres. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à s'asseoir à côté de tout cela. On a tendance à rester là, à réfléchir de beaux discours, et on ne fait rien concrètement. Je crois que nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui. Il faut que nous puissions faire quelque chose. Parce qu'il y a des priorités dans cette société-là. Et l'école est la priorité des priorités. Au niveau de la FAPEC, nous sommes des bénévoles. Nous nous battons tous les jours. Nous quotidiennement pour défendre l'école de Guadeloupe. Nous sommes aux côtés des parents. Nous assistons les parents. Nous aidons nos parents. Parce que nous pensons qu'il faut effectivement le faire. Donc voilà, je crois que cette même détermination, cette même implication, on aurait voulu effectivement les retrouver aux côtés de nos élus, aux côtés du rectorat, aux côtés de tous ceux qui ont un minimum de pouvoir au niveau de la Guadeloupe. Malheureusement, il faut le reconnaître, dans cette société-là, les associations, comme la FAPEC, les associations sportives et culturelles, pendant toute l'année, ces associations-là se débrouillent, pour ne pas employer un autre terme, pour permettre à la jeunesse guadeloupéenne de pouvoir tenir.
Le jour, j'espère que ça ne se passera pas, le jour où ces associations vont lâcher la jeunesse guadeloupéenne, il n'y aura pas que 100 jeunes, il y aura énormément de jeunes dans les rues, des jeunes, mais on ne sait pas comment les choses vont se passer. Donc voilà, c'est presque un appel que je lance aux autorités pour dire qu'il est temps effectivement qu'on puisse faire quelque chose. Il est temps qu'on puisse mettre en place des structures pour aider notre jeunesse. Il faut arrêter le temps, je pense, des beaux discours, le temps des belles paroles. Ce temps-là est révolu. Il faut passer justement notre temps. Il faut effectivement mettre en place une vraie politique éducative en Guadeloupe pour aider nos enfants. La dernière question, Monsieur Gédéon, que se pose, est-ce que la FAPEG, vous avez un rôle de consultation ou vous avez un pouvoir quelconque que vous pouvez justement faire plier les politiques par rapport aux solutions que vous proposez ou pas? Vous savez, il nous arrive souvent d'interpeller les politiques. On adresse des écrits à nos politiques et très, très rarement nous sommes reçus par ces politiques. Parce qu'on considère que voilà, il n'y aura pas les palais, la fabrique mais ce n'est pas, c'est le cadet de leurs soucis. Et malheureusement, ce que je dis là, c'est valable pour la FAPEG et c'est valable pour nombre d'associations en Guadeloupe. La vérité, on s'intéresse à ce genre de choses. On va s'intéresser aux questions à l'école quand effectivement il y a des difficultés dans l'école. Quand ça va chauffer dans les établissements scolaires, à ce moment-là, on cherche des représentants de parents d'élèves. Parce qu'ils doivent être là, ils doivent faire, comme on dit chez nous, pour le bébé. Il faut qu'ils soient là. Mais quand nous disons, asseyons-nous, faisons quelque chose, repensons, et la FAPEG le dit depuis quelques années, repensons l'école de Guadeloupe, essayons de comprendre ce qui se passe. Comme nous disons, par exemple, il n'est pas normal que des enfants puissent organiser des ventes de repas pour faire un petit voyage à la Dominique, qui est à quelques kilomètres de la Guadeloupe. Personne ne nous répond. Nous disons collectivité, dégagez dans vos budgets une ligne budgétaire pour permettre à ces enfants-là, justement, de rentrer en contact avec la Caraïbe, qui est notre milieu naturel, pour qu'on puisse découvrir la Dominique, pour qu'on puisse avoir des échanges avec Cuba, avec Saint-Domingue, avec la Jamaïque et les autres pays de la Caraïbe. On ne répond pas aux sollicitations de la FAPEG. Malheureusement, c'est ça, parce qu'on considère que voilà, maintenant, quand il y a des campagnes électorales, on est dans l'agitation politique, bien évidemment, à ce moment-là, on a besoin de parents d'élèves. Mais je dis que ce n'est pas ainsi que fonctionne une société. Donc, demain matin, quand vous avez effectivement des gens qui sont fatigués, parce que vous avez des responsables associatifs aujourd'hui, qui sont de plus en plus épuisés, qui sont fatigués parce qu'ils mènent le travail, ils s'engagent bénévolement aux côtés de la jeunesse guadeloupéenne. Et je crois qu'il faut que ceux qui ont le pouvoir en Guadeloupe comprennent tout l'intérêt du monde associatif. Je vous remercie, M. Michel Gédéon, président de la FAPEG. Donc pour demain, M. Gédéon, le dernier avant que vous parlez, pour demain, vous pensez que les cours vont reprendre ou ça va se poursuivre? Je ne sais pas. En tout cas, nous attendons une décision du rectorat. J'espère que, comme hier, cette décision tombera suffisamment tôt pour permettre aux parents de s'organiser. Je le répète, il ne faut surtout pas qu'on envoie sur nos routes les parents et les élèves dans des conditions de circulation difficiles. Nous voulons que nos enfants retournent à l'école, je le rappelle, mais que ces enfants-là puissent retourner à l'école dans des conditions optimales de sécurité. Merci, M. Gédéon. On vous remercie de cette intervention sur nos antennes de Canal 10. Retour, bien entendu, comme chaque lundi, nous avons une chronique et cette fois-ci, ce sera la chronique de Naomi qui est dans l'actualité. Je vous laisse la découvrir. C'est pas Lily32 qui est sur Twitter qui va me dire si j'ai le droit de parler ou pas. Prennent les images des enfants, les mettent sur des forums ou sur des sites pédophiles. Les sargasses ne sont pas encore considérés comme des dégâts catastrophes naturelles, alors qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester chez eux. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais parler des mouvements de grève qui touchent notre île actuellement et plus particulièrement des scènes de violence, donc les cambriolages, les incendies, les pillages. J'en appelle surtout à l'unité des citoyens guadeloupéens et j'aimerais que toutes les problématiques ne soient pas rejetées sur les jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui mais qui sont aussi dans la rue 365 jours par an parce qu'il ne faut pas oublier que sur notre île il y a un gros clivage dans la société
Donc il y a des personnes qui sont aisées, mais il y a des personnes qui sont moins aisées. Il faut s'interroger aussi sur pourquoi il y a cette violence dans nos rues, parce que cette violence ne date pas d'aujourd'hui, cette violence est présente tous les jours, c'est juste que maintenant elle est visible à nos yeux. Mais il y a des gens qui vivent comme ça tous les jours. Essayez de ne pas oublier les réelles motivations de ce mouvement de grève, par respect pour les personnes qui l'ont initié, et aussi par respect pour votre peuple. C'est pas en faisant ça que les choses vont évoluer. Donc j'aimerais que les gens se recentrent sur les vraies problématiques et qu'on trouve des solutions à ces problèmes avec l'aide des personnes qui pourraient changer les choses. Et si ces jeunes sont en train de piller, si ces jeunes sont en train de braquer, c'est parce qu'ils ont besoin de s'exprimer eux aussi, à leur manière, certes, qui n'est pas une manière adaptée, mais ça nous montre encore une fois une autre problématique de notre île, à savoir la problématique des jeunes qui sont à la rue, des jeunes qui sont sans emploi, des jeunes qui ont des difficultés financières et des familles qui ont des difficultés financières, parce que ces gens-là existent chez nous et ces gens-là sont présents et ils représentent une importante partie de notre population. Et j'aimerais aussi que certains Guadeloupéens arrêtent peut-être de se sentir au-dessus et arrêtent de prendre d'autres Guadeloupéens de haut, parce qu'on est tous dans le même sac. Et de là-haut, ils nous considèrent tous de la même façon. Ça fait des mois qu'on vous répète que ce n'est pas par la division que les choses vont avancer. Les gens qui avancent, ce sont les gens qui sont unis entre eux. Donc, quelles que soient les idéologies des gens, quelles que soient les motivations des gens, respectez-vous et respectons-nous, parce que c'est comme ça qu'on va avancer et c'est comme ça qu'il y aura le moins de dégâts. Parce que nous avons déjà perdu pas mal de personnes de notre population cet été. Cessons ce massacre, une bonne fois pour toutes. En tant que jeune, je tenais à m'exprimer sur la situation parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes parler des jeunes. Oui, les jeunes font ci, les jeunes sont dans la violence, les jeunes font ça, les jeunes ne respectent rien. Donc là, c'est une jeune qui s'exprime et qui a un message à faire passer, c'est-à-dire de respecter la jeunesse. Parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui commettent des crimes, mais tout le monde n'est pas dans le même panier. Il y a des gens pour qui se lever le matin, c'est difficile. Il y a des jeunes qui doivent gérer des problèmes que d'autres ne géreront jamais de toute leur vie. Ça, c'est une réalité qu'il y a aux Antilles. Donc c'est facile de rejeter la pierre sur les jeunes, de dire oui, les jeunes font ci, les jeunes font ça. Mais il y a aussi des raisons. Et même s'ils ne s'expriment pas de la manière la plus adaptée, et même si ces actes de violence sont à condamner, le témoin d'une souffrance et d'un mal-être de notre société, d'un mal-être de la jeunesse, une jeunesse qui, je le rappelle, n'a pas accès à toutes les formations disponibles et qui doit souvent s'envoler loin de ses proches pour pouvoir espérer avoir une formation, une jeunesse qui ne trouve pas forcément de l'emploi lorsqu'elle souhaite revenir au pays, une jeunesse qui en plus de ça est méprisée par les anciens, qui est dénigrée. Il y a beaucoup de jeunes de notre génération qui sont là pour entreprendre et qui méritent le respect. Parce que ce n'est pas facile d'être jeune en 2021 et ce n'est pas facile d'être jeune aussi par cette crise sanitaire. Parce que les gens qui ont le plus souffert de cette crise, eh bien ce sont les jeunes. Parce que ce sont les jeunes qui ont vu leur scolarité être mise entre parenthèses. Ce sont les jeunes qui ont été privés de relations sociales dans une période où ils sont en développement, justement, grâce à ces relations sociales. Et on ne connaît même pas encore les répercussions que ça aura sur les cerveaux des enfants qui sont en développement. On ne le sait même pas. Et lorsqu'on le saura, il sera déjà trop tard. Donc respectons-nous, respectons la jeunesse, respectons aussi les anciens. Condamnons les actes de violence parce que ce n'est pas par la violence que les choses vont s'arranger. C'est en étant entendus et en trouvant des solutions. Parce que ça ne va faire qu'empirer la situation de notre île. C'était la chronique de Noémie Mille, justement, Parole de jeunes. On va rester sur justement les jeunes. Il faut savoir qu'une trentaine de jeunes ont été interpellés et ont été déférés au parquet en comparution immédiate. Soutien de la CGTG en faveur de ces jeunes. Reportage. Ça nous a vu, c'est que seule réponse de l'État, c'est répression, comme d'habitude. Hein, c'est voyer Montblo, voyer le GIGN, comme si nous tenions affaire à des terroristes. Ni on révolte. On révolte parce qu'il y a une situation qui a perduré depuis le 17 juillet. Nous avons manifesté. Les samedis, nous en la rue, là. Les jeudis, nous avons fait meeting. Pas de pont débordement, pas de problème. Pour nous parler, nous disons qu'il n'y a pas de beauté en touche, il n'y a pas occupé de nous. Depuis le 17 juillet, ça fait 4 mois. Et bien, au moment où nous avons monté et descendre, marcher en la rue et manifester, sans seul bitin qu'on connaît. Il y a montré une raide ferme, comme si c'est plié, il y a fait plier. Comme mettez les travailleurs d'héros, ces soignants-là en particulier, ces pompiers-là. Alors que ça a mis la population en difficulté. Ils savent ça très bien. Ils auront fermé des services dans les hôpitaux. Ou en situation où nous savons qu'il y a un lot de soignants qui sont suspendus. Tellement de problème, c'est que la direction aujourd'hui a décidé de faire passer en 12 heures.
mais ces situations-là, ça pas dit. Alors qu'il a dit comme ça qu'il y a un nombre élevé de monde vaccinés et il y a une minorité de monde qui suspendus et il a fait monde passer en 12 heures. Sans oublier qu'il a rappelé des gens qui sont en retraite pour venir travailler. C'est inacceptable. Nous avons dit tous les travailleurs à l'hôpital là qui travaillent, qui ne sont pas suspendus. Mettez-vous en grève pour nous faire basculer la situation là, ça avec en nous. Parce que c'est inacceptable, ça fait que nous avons un matériel et quand nous obtenons suspension à personnel. Alors que nous travaillons en 2020 dans des conditions de guerre, qu'un certain nombre de personnels qui ont refusé de soigner, de prendre vaccin, ils ont suspendu nous sans salaire, ils ont suspendu nous sans salaire. Nous ne pouvons pas accepter ça. On paquet de jeunes qui sont au chômage, qui n'ont diplôme bien souvent. En les barrages, il y a quelqu'un qui parlait des délinquants. Ni en l'eau, jeunes, c'est des jeunes travailleurs. Mais des fois, il y a un patron qui ne peut pas payer, qui est en difficulté, qui n'a pas qu'à toucher salaire à eux. Il est obligé à prud'homme, il est obligé de faire toute qualité d'action pour toucher, ont-ils l'argent pour douer. Eh bien, au moment, c'est quoi encore 40 minutes, il a qu'à exploser. Et c'est là nous y est là. Alors, seule réponse de l'État, c'est voyer mon bleu, c'est réprimer. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a que tuer les gens, il y a que tuer ces jeunes dans ces barrages-là. C'est ça nous attendons? Non! La population l'a levé, il faut aussi manifester et il faut tout le monde dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Retrouvons une prochaine chronique, la chronique #Digital for Progress, où Kenny Chamougon reçoit Gaël Charles Belamour et Boris Pozo pour retrouver les meilleurs freelances des Antilles. Cette chronique vous est dédiée. Suivez bien, c'est à nous. Au Progress et bonjour Kenny. Bonjour Danick, bonjour à tous. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir l'entreprise Flash aujourd'hui. Ça ira vite alors. On l'espère bien. Alors, c'est parti, générique. Alors, Kenny, Flash, on entend, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et on a deux invités. Le contexte, je ne sais pas si tu te rappelles, l'an passé à la même heure, il y avait eu le concours French Tech Tremplin. Ah oui, tout à fait. Et sur ce concours French Tech Tremplin, c'était l'accompagnement de start-up issues de diversité sociale. Hein. Et on a eu 5 start-up qui ont été accompagnées sur une année. Donc, Ma Boutique des Îles, Coco Shield, Oz, Guadaléoud et Flash. D'accord. Et un an après, on fait le bilan avec eux, d'où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et où est-ce qu'ils vont. Donc ils vont se présenter, donc Gaël et Boris, qui êtes-vous? Alors moi donc je suis Gaëlle Charles Belamour, cofondatrice de Flash et je vais laisser présenter. Bonjour à tous, moi c'est Boris, cofondateur de Flash également. Et il y a la troisième personne qui n'est pas là avec nous qui est il y a une troisième personne. C'est ça, nous sommes 3. Laetitia Charles Belamour, qui est cofondatrice également de Flash, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que Flash? Alors, Flash, c'est une plateforme qui met en relation les freelances, donc on les appelle les talents caribéens, avec des entreprises et ou des porteurs de projets. Plus précisément en Guadeloupe et en Martinique pour l'instant. Comment ça s'organise concrètement? Du coup, les entreprises sélectionnent les microservices qui sont sur la plateforme. Alors déjà, qu'est-ce qu'un microservice? Tout prestataire propose un certain nombre de services. Ces services-là peuvent être découpés en tâches, qu'on appelle, nous, microservices, en fait. Par exemple, une entreprise qui souhaite faire un site internet doit faire une charte graphique, un logo, et le but, c'est de découper ces tâches-là et de dire, par exemple, si je dois faire tout un site, je ne veux faire, sur ce Flash, je ne vais sélectionner qu'un logo. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait sur... Vous êtes l'intermédiaire, quoi. Exactement. L'intermédiaire entre l'entreprise et le client. C'est ça. Et comment cette idée vous est venue à l'esprit?
Alors, ça nous est venu à l'esprit avec un premier projet, donc c'était toujours dans la thématique de l'emploi. Et donc, par rapport à quelque chose d'inévitable, le Covid qui est passé, on s'est réorienté vers le freelancing et on a préféré donc, développer cette plateforme, surtout grâce aussi à la French Tech Tremplin qu'on a remportée. On s'est dit pourquoi pas se lancer. De toute façon, qu'on passe pas au French Tech, tout avance après. C'est la devise, n'est-ce pas, Trini? On essaie autant que faire se peut. Oui. Alors, freelancing, il y a de plus en plus de freelance au national, principalement aux États-Unis et maintenant en France. Et du coup, ça arrive également en Guadeloupe. On n'a qu'à le voir, ça se matérialise au nombre d'espaces de coworking qu'il y a en Guadeloupe, qui n'arrêtent pas de se multiplier. Et du coup, voilà. Alors maintenant, on en parle beaucoup de Flash. Est-ce qu'on peut voir comment ça fonctionne? Montrer la vidéo, la technique, s'il te plaît. Voilà. Qui est-ce qui parle? Là, c'est la page d'accueil où tous les utilisateurs peuvent se rendre. Ils vont voir donc déjà les secteurs d'activité qui sont recensés. Donc il y en a 7 exactement, ainsi que donc les services que proposent déjà les travailleurs indépendants. Et donc là précisément, donc là on est sur le secteur design et on voit donc qu'il y a donc plusieurs secteurs qui sont disponibles comme le print, logo, art et illustration. Et quand on clique dessus, on voit donc les prestations qui sont proposées. Pourquoi un freelance doit-il passer par Flash? Alors déjà parce que ça lui permet d'acquérir de nouveaux clients, ça lui permet de rejoindre une communauté de freelance. Et Flash aussi n'est pas juste un intermédiaire, il permet de sécuriser le paiement à la fois pour l'entreprise mais aussi pour le freelance. C'est-à-dire que l'entreprise achète le microservice. Une fois que le microservice est acheté et que l'entreprise s'est mis d'accord avec le freelance pour la réalisation de la mission, le paiement est débloqué et reversé au freelance. Voilà. Donc on est vraiment sur un tiers de confiance. Exactement. Et quel avantage maintenant pour une entreprise quelconque? Je prends mon ami Dany qui a un site internet à refaire. Justement, j'ai un site internet et j'ai besoin de prestataires. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? De retrouver quel avantage qu'il aurait? C'est de retrouver tous les freelances qui sont dans ce secteur d'activité que vous recherchez exactement et pouvoir comparer aussi. Ouais. Et, il y a un comparatif des prix quand même? Oui, bien sûr. Ouais. Vous pouvez aller voir donc, sur chacun des profils. Ouais. Et aussi donc, voir en fonction de ce qui vous intéresse, le budget aussi. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'avoir un microservice et de proposer donc, une prestation de service courte et qui soit moins chère. Ça veut dire que je dois cliquer sur Flash et avoir... my-flash.co, c'est ça. Et vous vous rendez dessus et vous recherchez donc, dans le secteur d'activité qui vous intéresse. Et une fois que vous êtes dessus, vous aurez toute la liste des freelances qui correspondent ou pas. Et il y a beaucoup de freelancers en Guadeloupe maintenant? Il y en a de plus en plus en tout cas. De plus en plus. On est sur une base de données entre 200 et 300 freelances sur Flash. Ouais. Donc c'est déjà pas mal en Guadeloupe et en Martinique uniquement. Ouais. Donc c'est déjà pas mal, sans compter ceux qui travaillent au national et qui veulent rentrer au pays. En Guadeloupe, ouais. Donc voilà. Pourquoi Flash est un avantage pour les entreprises? Déjà parce que c'est un recrutement moins lourd. Il n'y a pas d'impact sur la masse salariale. Ouais. Et du coup, ça permet, on a des budgets qui sont alloués en fonction des services qui sont alloués en fonction du budget. Donc toute entreprise peut venir sur Flash et trouver une prestation en fonction de son budget. Et après, comme je le disais précédemment, c'est la sécurité au niveau du paiement. Mais alors, je pose quand même la question, quel est le modèle économique de Flash? On prend une commission, on prend une commission sur on prend une commission sur la prestation. Oui. Alors on a 2 types de services. Soit l'entreprise passe directement sur le site et cherche le microservice qui lui correspond et effectue le paiement. Oui. Sans passer par vous. Sans passer par nous. Ouais, soit effectivement l'entreprise a un besoin plus pointu, plus particulier. Et là, dans ce cas, il nous contacte et nous, on recherche un freelance qui correspond à son besoin. Ça veut dire qu'il y a un côté conseil quand même? Exactement. Il y a un success manager qui vous est attribué et du coup, il va faire en sorte que la mission soit un succès. Donc, Daniel, tu choisis quelle formule, toi? Je vais réfléchir. En tant que chef d'entreprise, je vais réfléchir quelle est la formule la plus intéressante. Mais enfin, de toute manière, c'est toujours intéressant, je le dis pour les téléspectateurs et pour les gens qui nous regardent, que d'avoir quand même un consultant, quelqu'un qui peut vous dire, c'est mieux ceci que cela, plutôt que peut-être pour
une petite économie, ne pas passer par le consultant et puis s'égarer dans... je ne dis pas que les prestataires ne sont pas bons, mais enfin, c'est mieux si les responsables de Flash me disent, bon, ben, c'est mieux telle chose que telle chose, plutôt que de m'égarer, perdre du temps. Et puis, c'est un gain de temps aussi. Oui. Et on a deux choses, on a un gain de temps et un... D'où le nom Flash. Voilà, exactement. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que, si on revient sur la dimension tremplin, qu'est-ce que vous a apporté le programme Hashtag Tremplin sur ce projet? Donc ça nous a apporté déjà le fait d'être incubé. Donc notre incubateur s'appelle Imansync et du coup il nous suit sur toute durant 1 an et nous permet vraiment de nous lancer et d'avoir toutes les expertises, on va dire, les compétences pour réussir surtout. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a fait, donc on a décidé de développer une nouvelle version de Flash qu'on a lancée donc il y a 3 semaines exactement. Mmh. Et en plus on a reçu aussi bien sûr un prix financier qui était non négligeable. Et donc le tout ainsi qu'une visibilité bien sûr par rapport à la communication qui avait été faite. Et ça nous permet aussi d'avoir un réseau qui est beaucoup plus grand et du coup de toucher plus d'entreprises, avoir une... j'oublie le terme, mais c'est pas grave. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et l'état actuel des choses, en termes d'activité sur le site, on est sur quoi? En termes d'activité, de business, comment ça fonctionne déjà? On recense déjà une 40aine de freelances inscrits. Ainsi que donc du coup ils peuvent mettre plusieurs prestations de services, donc même s'ils sont 40, on n'est pas obligé d'avoir 40 services, ils peuvent en mettre 3, 4, 5 s'ils veulent. Et donc là, quelle thématique? Là du coup on a 7 secteurs, donc on est sur la marketing, communication, business, lifestyle, industrie, audiovisuel. Lifestyle, c'est ça. Donc on peut aussi intervenir dans le bien-être. Le bien-être. Ouais. Donc, si un prof de yoga, il peut s'inscrire sur notre site et proposer ses prestations. Très bien. Et donc, en termes de business, on est donc 70 freelance et côté entreprise? Donc, pour l'instant, ils s'inscrivent et étant donné que c'est tout, ça vient tout juste de commencer, donc ils s'inscrivent et ils commencent à discuter, échanger avec les freelances pour savoir s'ils passent à l'action pour acheter. Parce que là, oui, on ne l'a pas dit, mais sur la plateforme, il y a la possibilité de discuter avec le freelance pour pouvoir voir les termes du contrat, si la microservice correspond aux besoins de l'entreprise. Et du coup, c'est directement inclus dans la plateforme, une messagerie, pour discuter avec le freelance ou plusieurs prestataires. Ouais, notre objectif, c'était vraiment que toute la relation se fasse directement sur le site. Que ce soit choisir le service, discuter, payer. Le tout se fait directement en interne. On a tout l'historique si jamais demain il y a un souci ou si demain il y a un grief. Parce que ce soit le freelance ou l'entreprise, ils ont accès dans leur compte à un tableau de bord et ils voient leurs commandes ainsi que le suivi des commandes. Cela dit, Kenny, on peut dire que le Covid a boosté un petit peu les startups en Guadeloupe. C'est bien ça. Oui. C'est un des côtés positifs, si on peut le dire ainsi. Oui. Qu'il fallait se réinventer, c'est bien ça. Ils avaient déjà une application qui fonctionnait. Ouais. Et Covid arrive, Tremplin arrive, donc il fallait se poser, je pense, réfléchir et rebondir autrement. Et un exemple concret de... On espère, le premier client sera Danick. Ah non, je ne suis pas le premier client. Non, pas le premier. Je suis le 41e, je crois. Alors, on s'est lancé il y a 2 semaines, donc peut-être pas 41e, mais ce ne serait pas le premier. Pas le premier, bon. Et pas le dernier non plus. Exactement. Oui, là, c'est l'intérêt. Peut-être donner un contact, peut-être, je ne sais pas, si les gens qui nous regardent veulent vous contacter. Oui, donc bien sûr, pour déjà se rendre sur le site, c'est donc www.my-flash.co. Et on peut aussi nous retrouver... pas .com. Non, exactement. .co. Tout court. Et se rendre aussi sur nos réseaux, donc sur Facebook et Instagram. Donc sur Instagram, c'est /flash_freelance. Très bien. C'est noté. J'en profite avant de finir pour dire qu'on est sur la 2e saison de Tremplin qui vient de démarrer actuellement. Et donc là, c'est l'appel à projet pour les incubateurs, les structures d'accompagnement qui sont en charge d'accompagner des startups comme Flash, mois de novembre. Et mois de décembre, ce sera l'appel à projet pour les startups. Donc voilà, nous sommes dans la saison 2 de ce beau programme qu'est la franchise Tremplin. Kenny, on te remercie, comme d'habitude. Et puis on attend les prochains invités. Prochaine startup, c'est déjà prévu?
Oui, je pense, oui. On ne dit pas. Voilà, c'est fini pour Digital for Progress. On revient à l'actualité. À tout de suite. Andronis et Kenny Chamougon pour cette chronique Flash. J'espère que vous avez bien suivi. Sinon, vous pourrez retrouver cette chronique et toute l'émission sur le Facebook du ZCL News ou sur le Facebook de Canal 10. Donc, on est arrivé à la fin de cette émission. Il est 14h22. On va faire un retour à des titres. Donc, vous avez pu entendre l'interview des commerçants de la ville de Basse-Terre qui ont subi des vandalisations et au niveau de leur magasin. Ensuite, nous sommes allés avec Michel Depape sur le blocage du rond-point de Montebello pour arriver sur le blocage de Rivière-des-Pères à Basse-Terre. Et pour finir, le soutien de la CGTG aux jeunes en comparution immédiate. Donc, nous avons eu sur cette fournée de ZCL de ce jour, de ce lundi, M. Georges Hermin, qui est le conseiller municipal et communautaire de la ville de Morne-à-l'Eau, François Pelculier, qui est adjoint au maire de Pointe-à-Pitre et président de l'association des commerçants. En deuxième partie, nous avons eu Michel Gédéon, qui est le président de la Fédération d'associations des parents d'élèves de la Guadeloupe, la FAPEG, et suivi de deux chroniques, les chroniques de ce lundi 22, Noémie Milne, étudiante en médecine, et Kenny Chamougon, chroniqueur #Digital for Progress. On remercie bien entendu Kevin pour la réalisation de ce ZCL et remercie tous ceux et celles qui nous ont suivis pour cette énième édition. On se retrouvera demain aux mêmes heures et on vous dit soyez prudents sur les routes. Et pour ceux qui sont encore à table, bon appétit. Ceux qui nous regardent au loin, on vous remercie et on vous dit tenez bon, soyez prudents. Allez, au revoir.